massacre de la Saint-Barthélemy. Bonjour à tous. Quand le 24 août 1572, les cloches de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois retentissent en pleine nuit à Paris, ce n'est pas pour indiquer l'heure. C'est le début d'un des massacres les plus sanglants de l'histoire de France, la Saint-Barthélemy. Les guerres de religion qui déchirent le royaume de France au XVIe siècle sont d'une violence extrême. Et dans la terrible liste des atrocités commises pendant cette période, on trouve un massacre de civils qui marque profondément les esprits. En quelques jours, des milliers de protestants sont assassinés à Paris, puis dans tout le royaume. Entre le 24 août et le 3 septembre 1572, ce sont près de 10 000 personnes qui sont tuées dans la capitale et les principales villes de France. Un massacre d'une ampleur inédite qui traumatise durablement le royaume. Un massacre qui illustre la complexité des guerres de religion en France, où s'entremêlent questions religieuses, lutte de pouvoir et rivalité familiale. Un événement qui marquera si profondément les esprits qu'il reste jusqu'à nos jours le symbole de l'intolérance religieuse la plus fanatique. Comment un tel drame a-t-il pu se produire ? Il faut comprendre d'abord que la France des années 1560 n'est pas seulement divisée. Elle est au bord de l'implosion. Le protestantisme s'est répandu de manière fulgurante depuis les années 1530. Les idées de Calvin, ce théologien français exilé à Genève, séduisent particulièrement la noblesse et la bourgeoisie urbaine. En 1560, on compte en France environ 2 millions de protestants, que l'on appelle aussi huguenots, soit environ 1/10 de la population. Ce qui est fascinant, c'est la géographie de cette implantation protestante. Elle dessine en fait une sorte de croissant allant de La Rochelle à Lyon, en passant par le sud-ouest. Dans certaines villes, comme à Nîmes ou à La Rochelle, les protestants sont même majoritaires. Et parmi eux, on trouve aussi beaucoup de nobles, dont certains très puissants, comme les Condé ou les Coligny. Et les tensions sont quotidiennes avec les catholiques. À Paris, les protestants se réunissent en secret pour leur culte dans des granges ou dans des maisons particulières. Mais quand ils sont découverts, cela finit souvent en émeute. En 1557, la police découvre ainsi une assemblée rue Saint-Jacques. La foule attaque les fidèles et plusieurs sont lynchés. Cette division religieuse se double d'une crise politique. Le roi, Charles IX, n'a que 10 ans quand il monte sur le trône en 1560. Et c'est donc sa mère, l'italienne Catherine de Médicis, qui assure la régence. Une position délicate, car les grandes familles nobles cherchent à profiter de cette faiblesse du pouvoir royal pour accroître leur influence. Et c'est le cas notamment de la famille des Guise, des catholiques ultra venus de Lorraine. Catherine de Médicis, qu'on présente souvent comme une manipulatrice assoiffée de pouvoir, tente en réalité, pendant des années, une politique de conciliation. En 1561, elle organise même le colloque de Poissy, une sorte de grand débat théologique entre catholiques et protestants. Mais c'est une initiative qui échoue et qui va, au contraire, radicaliser les positions. La première guerre de religion éclate l'année suivante, en 1562, après le massacre de Vassy, en Champagne, où le duc de Guise et ses hommes vont tuer 63 protestants qui assistaient à un prêche dans une grange. Un événement qui montre bien comment une violence locale peut embraser tout un pays. Et 3 guerres civiles éclatent entre 1562 et 1570, marquées à chaque fois par des violences terribles. Les églises sont profanées, les villages sont pillés, les populations sont massacrées. À Toulouse, en 1562, plus de 3000 protestants sont tués. À Nîmes, 5 ans plus tard, lors de la Michelade, ce sont les catholiques qui sont jetés dans les puits de la ville. Pourtant, en 1570, la paix de Saint-Germain semble enfin apporter une solution. Le roi accorde aux protestants des places fortes pour assurer leur sécurité face aux menaces des catholiques. Et surtout, il leur accorde le droit de pratiquer leur culte dans certaines villes. Et pour sceller cette réconciliation, Catherine de Médicis organise même le mariage de sa fille, Marguerite de Valois, avec Henri de Navarre, le chef des protestants. Quand on lui en parle, la jeune catholique de 19 ans refuse catégoriquement cette union avec un protestant. Mais la cérémonie va avoir lieu. Elle-même,
le 18 août 1572, elle est source de tensions. Elle se déroule, il faut l'imaginer, sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Oui, Henri protestant n'a pas le droit d'entrer dans la cathédrale. Et pendant que la mariée assiste à une partie de la messe à l'intérieur, le marié attend dehors avec ses compagnons protestants en se promenant dans le cloître. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois? J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Alors cet extrait du film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, raconte une histoire totalement véridique. Quand on demande à Marguerite si elle accepte de prendre Henri pour époux, elle reste silencieuse. Et c'est son frère Charles IX qui doit alors lui appuyer sur la nuque pour lui faire hocher la tête en signe d'acceptation. Même la bénédiction nuptiale est donnée sous le porche, et pas à l'intérieur comme c'était la coutume. Bon, tant bien que mal, le mariage a donc lieu, et la fête peut commencer. Alors elle va être de très courte durée, la fête. 4 jours plus tard, le 22 août, l'amiral de Coligny rentre à pied de son entrevue avec le roi au Louvre. Alors cet amiral fascine littéralement le jeune Charles IX. C'est un homme âgé de 53 ans, un homme d'expérience qui a déjà servi 3 rois. Il parle au souverain de gloire militaire, de conquête aux Pays-Bas, d'affaiblissement de l'Espagne. Et pour un jeune roi de 22 ans qui vit dans l'ombre de sa mère, ces conversations sont enivrantes. Coligny pousse le roi à soutenir les protestants des Pays-Bas qui se révoltent contre l'Espagne catholique. Mais c'est une perspective qui inquiète Catherine de Médicis, qui craint une guerre désastreuse contre la puissante Espagne. L'amiral pense peut-être à tous ces échanges quand un coup d'arquebuse le blesse au bras et à la main. En fait, la balle visait la tête, mais Coligny s'est penché pour renouer le lacet de sa chaussure au moment du tir. L'assassin, un certain Maurevel, est connu comme étant le tueur à gages des Guises. Il réussit à s'enfuir sur un cheval qui l'attendait. Alors les protestants sont furieux. Ils réclament justice. Et la tension monte dangereusement à Paris. La nuit du 23 au 24 août est cruciale. Au Louvre, le conseil secret réuni par Catherine de Médicis dure plusieurs heures. La régente, dépassée par la situation, veut l'élimination des principaux chefs huguenots pour apaiser les tensions, et aussi les catholiques les plus radicaux comme les Guises. C'est aussi un effet d'aubaine, parce qu'avec le mariage, ces principaux chefs protestants sont tous présents dans la capitale. Il suffit de fermer les portes pour les empêcher de s'enfuir. Le jeune Charles IX refuse d'abord l'idée de ce massacre, mais il va céder sous la pression. Eh bien, tuez-les, mais tuez-les tous, qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher, aurait-il lancé. Mais ce qui était prévu au départ comme une opération ciblée dégénère très vite en massacre général. Au début de la nuit, les soldats du duc de Guise assassinent d'abord Coligny, qui récupérait de ses blessures dans sa chambre. C'est un meurtre particulièrement brutal. Le corps de Coligny est jeté par la fenêtre au pied même du duc de Guise. Son cadavre est ensuite mutilé. Il est éviscéré, émasculé et décapité. On sort ensuite les nobles protestants qui étaient logés au Louvre pour le mariage. Ils sont massacrés dans les rues voisines, avant que les soldats du duc de Guise ne s'en prennent aux chefs protestants qui sont au faubourg Saint-Germain. Et la violence se déchaîne alors dans tout Paris. Les Parisiens, surpris par les cris et les combats, pensent qu'il s'agit d'une attaque de protestants, et ils prennent les armes pour défendre la ville. Les capitaines des milices parisiennes reçoivent l'ordre de faire armer leurs hommes. Et pour se reconnaître dans la nuit, les catholiques portent une croix blanche au chapeau et un brassard blanc. Le 24 août, à l'aube, les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois donnent le signal en sonnant le tocsin, la sonnerie de l'alarme.
Rapidement, toutes les églises se mettent à sonner elles aussi. Alors il faut imaginer cette ambiance, la nuit, les cris, les bruits d'épée, les cloches qui sonnent. Et c'est un massacre de proximité qui commence. On connaît son voisin, on sait qu'il est protestant, on va le tuer. Et à la tête des meurtriers, on trouve des bons bourgeois, des gens tout à fait insérés, des notables. Les maisons des protestants, qu'on a préalablement marquées à la craie, sont prises d'assaut. Et une population catholique parisienne, chauffée à blanc par des années de prêches anti-protestants, participe activement aux tueries. Les scènes sont d'une violence inouïe. Les victimes sont poignardées, jetées dans la Seine, défenestrées. Même les enfants ne sont pas épargnés. L'ambassadeur de Venise décrit des scènes terrifiantes où, je cite, « les enfants de 7 à 8 ans achèvent les petits au berceau. Rien ni personne n'est épargné. En cas de doute, on force les suspects à réciter l'Ave Maria. Oui, les protestants ne croient pas à la Vierge. Ou à faire le signe de croix pour déterminer leur religion. Certains catholiques en profitent aussi pour régler des comptes personnels, dénonçant comme protestants des voisins ou des créanciers gênants. Un épisode particulièrement marquant est celui de Pierre de la Ramée, dit Ramus, un célèbre philosophe et mathématicien, un humaniste de la Renaissance. Réfugié dans sa chambre du collège de Presles, il est découvert par des tueurs menés par un rival jaloux de l'université. Après l'avoir poignardé, ces assassins jettent son corps depuis le 5e étage. Puis des étudiants traînent son cadavre dans les rues en le fouettant. La Seine charrie tellement de cadavres qu'elle devient rouge. Pendant plusieurs jours, les Parisiens refusent de manger du poisson du fleuve. Alors quelques protestants trouvent refuge chez des catholiques compatissants. Jean Goujon, le célèbre sculpteur du Louvre, aurait été ainsi caché par des moines. D'autres se réfugient chez des ambassadeurs étrangers, notamment à l'ambassade d'Angleterre, où la femme de l'ambassadeur va protéger des dizaines de huguenots. Mais ils sont bien peu nombreux à échapper à ce massacre. Et dans un cimetière, on va découvrir une aubépine séchée qui refleurit. C'est interprété comme un signe divin, le signe que Dieu approuve le massacre. Un massacre qui va durer au total 3 jours à Paris. Entre 2000 et 3000 protestants y sont tués. Puis, la violence s'étend dans les provinces. À Meaux, à Orléans, à Bordeaux, à Tours, partout les protestants sont traqués, assassinés, les maisons sont pillées. À Lyon, le massacre ne débute que le 31 août, mais il dure plusieurs jours et il fait près de 900 victimes. Les corps sont jetés dans le Rhône et on en retrouve jusqu'à Arles. À Toulouse, les capitouls, les magistrats municipaux organisent méthodiquement la tuerie. Ils font d'abord emprisonner les protestants, je cite, pour leur sécurité, puis les font exécuter systématiquement dans les prisons. Mais certaines villes résistent à la contagion de la violence. À Nantes, le gouverneur fait fermer les portes de la ville pour empêcher l'entrée des messagers portant l'ordre du massacre. À Montpellier, catholiques et protestants s'unissent pour maintenir la paix. Certains gouverneurs refusent aussi d'appliquer les ordres de massacre. Enfin, les princes du sang, c'est-à-dire ceux qui sont de la famille royale et qui sont protestants, comme Henri de Navarre ou le prince de Condé, sont protégés par leur rang. Ils sont épargnés à condition de se convertir au catholicisme, ce qu'ils font temporairement. Le bilan de la Saint-Barthélemy est terrible. Environ 10 000 morts dans tout le royaume selon les historiens. Mais les conséquences vont bien au-delà. La nouvelle du massacre provoque l'horreur dans l'Europe protestante. Élisabeth Ier d'Angleterre reçoit l'ambassadeur de France en habit de deuil, dans une salle tendue de noir. En Écosse, le réformateur John Knox déclare que, je cite, « La terre n'a pas vu pareille traîtrise depuis le début du monde ». À l'inverse, dans l'Europe catholique, on se réjouit. À Rome, le pape Grégoire XIII fait frapper une médaille commémorative. Et il leur donne même un Te Deum pour rendre grâce à Dieu, ce qui, honnêtement, choque même certains catholiques. Philippe II d'Espagne, fervent catholique, déclare que c'est, je cite, « le plus beau jour de sa vie ». Alors à la décharge de ces souverains, il faut comprendre aussi que la présentation des événements par Charles IX est quelque peu différente de la réalité. Je vous rappelle qu'il souhaitait, lui et sa mère, au départ, des assassinats ciblés. Ils ont été totalement dépassés par les événements. Ils ont même vainement tenté d'arrêter les tueries. Par la suite, pour sauver les apparences,
Ils prétendent avoir planifié le massacre, affirmant même qu'ils l'ont déclenché pour déjouer un prétendu complot huguenot. Donc au niveau international, cela apparaît comme une saine réaction face à un complot qui a échoué. De nombreux protestants fuient le royaume. Genève accueille à elle seule plus de 2300 réfugiés français. Ces exilés créent des réseaux qui vont durablement influencer l'économie et la culture européenne. Par exemple, l'horlogerie genevoise doit beaucoup à ses artisans huguenots français. Le traumatisme de cet événement marque considérablement la société. Il est tel qu'il inspire une littérature politique nouvelle. Les monarchomaques, des penseurs protestants, développent pour la première fois l'idée d'un droit de résistance aux tyrans. Dans un pamphlet, Philippe Duplessis-Mornay pose une question révolutionnaire. Le peuple peut-il désobéir au prince quand celui-ci viole la loi de Dieu ? D'autres penseurs, comme Jean Bodin, développent l'idée que le roi doit être au-dessus des partis religieux et garantir la paix civile. Ce qu'il n'a pas fait, en l'occurrence. Charles IX est quant à lui hanté jusqu'à sa mort par le massacre. Son médecin personnel, Ambroise Paré, qui était pourtant protestant mais qui a été épargné du fait de ses talents, rapporte que le roi souffrait d'hallucinations. Il voyait des cadavres flotter dans l'air et il entendait des cris la nuit. Le roi meurt à 23 ans, le 30 mai 1574, d'une tuberculose aggravée par ses troubles nerveux. La violence de la Saint-Barthélemy a aussi eu un impact durable sur les mentalités. Elle inaugure ce qu'on appelle la légende noire de Catherine de Médicis, présentée comme une manipulatrice italienne pratiquant la sorcellerie. Et c'est une image qui va influencer durablement la vision de la femme de pouvoir en France. Ce massacre, enfin, loin d'écraser le protestantisme, relance les guerres de religion, qui ne s'achèvent qu'en 1598 avec l'édit de Nantes. Ce n'est qu'en 2016 que la ville de Paris pose une plaque commémorative sur la façade du Louvre pour rappeler ce tragique événement et honorer les victimes. Une reconnaissance tardive d'une des pages les plus sombres de l'histoire de France. Et c'est un événement qui continue d'interroger notre rapport à la tolérance et au vivre ensemble. Comment une société peut-elle basculer si rapidement dans une telle violence ? Comment, au nom de la religion, la haine de l'autre peut-elle l'emporter sur des siècles de coexistence ? Des questions qui, malheureusement, continuent de résonner encore aujourd'hui. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire. Je les lis tous, ils me font toujours très plaisir. Vous pouvez aussi me proposer des sujets d'épisodes. Suivez aussi l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.